Le premier son qui lui parvient, c'est une voix. Pas la voix rassurante d'un collègue qui dirait « On a fini le projet, tu peux te reposer maintenant ». Pas le bip apaisant d'un moniteur d'hôpital. Juste un vieux monsieur impatient, un peu paniqué, qui lui hurle de se réveiller. Chung-Yan ouvre les yeux. Sauf que, ce ne sont pas ses yeux. Il est assis dans un grand fauteuil à dossier haut, dans ce qui ressemble furieusement à une loge VIP médiévale. Un vent glacé lui effleure les joues. La lumière du jour lui frappe le visage, et devant lui s'étend une place noire de monde, une ville entière rassemblée comme pour assister à une pièce de théâtre à bas prix. Sauf que ce n'est pas une représentation. En plein centre se dresse une estrade de bois. Des cordes. Des poteaux. L'esthétique classique, quelqu'un va mourir. Il lui faut plusieurs secondes pour que son cerveau rattrape. Il y a à peine un instant, il était un ingénieur surmené, nourri au café, à débugger du code et lentement étranglé par les deadlines. Maintenant, il assiste à une exécution publique dans un monde où tout le monde est habillé comme s'il avait acheté le pack de départ PNJ de Fantasy. Il regarde autour de lui. À côté de lui, nobles, courtisans, fonctionnaires. En bas, des gens du peuple serrés les uns contre les autres, tout le cou tendu vers l'estrade. Leurs visages sont pleins d'attente, d'excitation. Les gens sont venus tôt pour ça. Ils sont, en fait, surexcités à l'idée de voir une fille mourir. 10 sur 10 sur l'échelle de la civilisation. Avant qu'ils puissent demander où est passée la machine à café du bureau, un type chauve en armure s'avance, s'incline raide comme un piquet et s'adresse à lui, « Votre Altesse, il est temps. Veuillez annoncer le verdict. » « Votre, quoi, là ?» Chung-Yan cligne des yeux. Les mots glissent à ses oreilles, mais son cerveau n'entend qu'un grésillement blanc. « Votre Altesse. » Verdict. Exécution. Il ouvre la bouche pour dire quelque chose de raisonnable, du genre « Excusez-moi, je crois que je me suis trompé de fichier de sauvegarde », mais ça le frappe. Un mal de tête aigu, écrasant, comme si quelqu'un venait de télécharger un dossier de 60 gigas de souvenirs directement dans son crâne. Des images. Des voix. Des scènes d'enfance qui ne sont pas les siennes. Des disputes qu'il n'a jamais eues. Des frères et sœurs qu'il n'a jamais rencontrés, mais qu'il connaît pourtant par cœur. Quand le vertige finit par se calmer, il n'est plus seulement Chung-Yan. Il est aussi Roland Wimbledon, 4e prince du royaume de Greycastle. Le propriétaire original de ce corps n'était pas impressionnant. Pour rester poli, disons que si la famille royale était une émission de talent, Roland serait le type qui ne passe même pas le montage d'intro. Ses frères et sœurs, eux, le prince aîné, une machine de guerre ambulante, brillant sur le champ de bataille. Le second prince, un requin de la finance, né avec des tableurs dans le sang. La troisième princesse, charismatique, autoritaire, avec des flottes, des alliés, de l'influence. La cinquième princesse, incroyablement vive, un cerveau comme un piège d'acier. Et puis, il y a Roland. Aucun talent au combat. Aucun génie politique. Aucun génie tout court, en fait, sauf si on considère faire la fête et décevoir tout le monde à un niveau avancé comme une forme de talent. Son père, le roi, a décidé de transformer la succession en une espèce de stage tordu sur 5 ans. Chaque enfant royal est envoyé gouverner une région. Celui qui s'en sort le mieux décroche la couronne. Les autres ont reçu des terres correctes ou stratégiques. Roland a eu ça. Bord du royaume, aussi surnommé la ville oubliée des dieux. Le genre d'endroit où les rues sont plus trous que routes, où les ordures font partie du décor et où l'air sent un mélange de moisis, de fumée et de « personne n'a investi ici depuis 20 ans ». Magnifique. Retour au présent, le vieux monsieur impatient à côté de lui se racle à nouveau la gorge, tirant Roland de ses flashbacks. « Votre Altesse, nous avons toujours besoin de votre décision. La sorcière attend votre jugement. » Ah. Oui. Il a une sorcière à exécuter aujourd'hui. La foule en bas bourdonne, les yeux brillants de soif de sang. Pour eux, la fille attachée au poteau n'est pas une personne. C'est un rejeton du diable, un péché vivant sur 2 jambes. Ils s'attendent à un discours théâtral sur le péché et la vertu, puis à une fin très définitive,
très enflammés. Roland écoute la façon dont ils parlent d'elle. La façon dont ils acclament sa mort. La façon dont ils engloutissent les rumeurs et la superstition comme si c'était la vérité sacrée. Et quelque chose en lui se fissure. Il se rappelle être mort de surmenage dans un monde soi-disant avancé, et pourtant, celui-ci lui paraît encore plus primitif. Au moins, les tableurs n'exigeaient pas d'exécution publique comme divertissement. Pas encore. Le vieux lui tend une feuille de papier et le script officiel de l'exécution. Roland la fixe. Puis il se contente de la faire voler d'un revers de main. Le papier tourbillonne dramatiquement dans les airs, et toute la place se fige tandis qu'il tombe au sol. Roland les fusille du regard la foule, les fonctionnaires, le chevalier en armure, tout un système qui prend la peur pour de la justice. Détachez-la, ordonne-t-il d'un ton paresseux, comme s'il annulait une réunion. Libérez la sorcière. Le silence devient tranchant. Les visages se tordent, d'abord dans la confusion, puis dans la colère. Les gens échangent des regards du genre « Il vient vraiment de dire qu'on n'aura pas notre exécution aujourd'hui ?» L'ambiance passe de l'enthousiasme sanglant à la vexation outrée en quelques secondes. Le vieux balbutie, ne sachant pas s'il doit faire semblant d'avoir mal entendu. Le chevalier Carter Lany, chef des chevaliers de bord du royaume, bâti comme un mur avec une épée, s'avance maladroitement. Sous l'armure, l'homme n'est qu'un bloc d'angoisse. Il s'incline et essaie de raisonner avec ce prince complètement imprévisible. Votre Altesse, avec tout le respect, si nous ne l'exécutons pas maintenant, d'autres sorcières pourraient tenter de la sauver. C'est trop dangereux de repousser l'exécution. Roland le détaille de haut en bas. Cette montagne de muscles a peur d'une adolescente attachée sur un échafaud. Les lèvres du prince se courbent en quelque chose entre un sourire et un « vous vous moquez de moi ». Si d'autres sorcières viennent, répond Roland en se levant de son fauteuil, alors nous nous occuperons d'elles en même temps, non ? Il dit ça tranquillement, en descendant de l'estrade, comme s'il parlait de faire tourner plusieurs plats dans un seul cycle de vaisselle. Le chevalier s'étrangle. Il n'existe aucun chapitre dans le manuel du protocole royal intitulé « Que faire quand votre prince bon à rien sort soudain du texte et commence à parler comme quelqu'un de complètement différent ?» Mais il est déjà trop tard. Roland s'éloigne déjà, marmonnant qu'il est épuisé et qu'il veut reporter le procès. L'exécution publique devient « on, verra ça plus tard ». La foule fixe la scène, privée de son spectacle sanglant. Leurs expressions hurlent « on s'est habillé, on a traversé toute la ville, et vous reportez la pendaison ». Quelque part dans l'avenir, le service de communication du royaume pleure déjà. Coupe brutale vers le château sud de bord du royaume, la résidence de Roland. Le chevalier en chef, Carter, se tient dehors avec une tête d'orage tandis que la lourde porte se referme sur son nez. À l'intérieur, Roland s'adosse au battant, laisse échapper un souffle tremblant, et fait une petite crise de panique silencieuse. Dans sa vie d'ingénieur, la plus grande foule qu'il ait affrontée, c'était la salle de réunion. Et encore, il présentait surtout à son écran d'ordinateur. Maintenant, on l'a catapulté en pleine politique royale, exécution publique et hystérie religieuse anti-sorcière, sans mode d'emploi. Super promotion. Il arpente sa chambre, tentant de digérer la situation. Il est mort. Il s'est réincarné. Il se retrouve dans le corps d'un prince notoirement inutile. Il est coincé dans une ville crasseuse que tout le monde considère comme un simple arrêt provisoire avant l'hiver. Et il vient tout juste d'arrêter publiquement l'exécution d'une sorcière devant une ville entière persuadée que les sorcières sont des rejetons du diable. Sur le papier, c'est un départ catastrophique. Pourtant, la mort a une façon étrange de réorganiser les priorités. À la place du désespoir, il y a une sorte de sentiment d'opportunité. C'est une seconde vie. Littéralement. Hors de question de la gâcher. S'il vit en tant que Roland, alors il sera Roland. Pour de bon. Pas à moitié. Plus question de flotter dans l'existence jusqu'à ce que l'arrêt cardiaque ou l'épuisement viennent le cueillir. Et en haut de sa liste ? Cette sorcière. Il veut des réponses. Il veut tester ce qu'elle sait faire.
Il veut voir si la pensée folle au fond de son esprit est réellement possible, et si les sorcières n'étaient pas la fin de l'humanité, mais le moteur qui lui manque. Malgré les avertissements de Carter et les histoires d'horreur du vieux conseiller, Roland décide qu'il va aller voir la sorcière en personne. Parce que pourquoi écouter les rumeurs paranoïaques quand on peut marcher droit dans le danger, hein? Mentalité d'ingénieur, on teste soi-même. Le cachot sous bord du royaume est aussi joyeux qu'on peut l'imaginer, pierre humide, air vicié, barreaux de fer, quelques chaînes rouillées en guise de déco. Carter suit prudemment, la main sur la garde de son épée, marmonnant des prières à haute vers son Dieu. Votre Altesse, je vous en prie. Les sorcières sont des servantes du diable. Un simple regard pourrait. Roland lève les yeux au ciel si fort qu'on dirait que ses globes oculaires vont rouler par terre. Carter, si elle pouvait faire exploser la ville en clignant des yeux, vous seriez déjà mort depuis longtemps, lâche-t-il en le repoussant. Détendez-vous. Le chevalier n'est pas détendu. Mais il ouvre tout de même la dernière porte de cellule, et il se retrouve face à elle. La sorcière. Elle est assise contre le mur, enchaînée, vêtue de vêtements noirs en lambeaux. Ses cheveux sont emmêlés, son visage taché de saleté, mais ses yeux sont vifs, étrangement calmes. Quand elle voit le prince, elle se redresse, les chaînes cliquetant doucement. Pendant une seconde, Roland se contente de la regarder. Les souvenirs lui répètent qu'elle n'est qu'une criminelle en attente du bûcher. Ses yeux actuels, eux, remarquent surtout qu'elle est jeune, belle, et qu'elle ressemble bien plus à quelqu'un sacrifié par la société qu'à quelqu'un qui l'a brûlé. Une traîtresse? Un monstre, ou simplement un être humain de plus dont la vie a été broyée par la peur et l'ignorance? Évidemment, Carter gâche le moment. Votre Altesse, gardez vos distances, s'écrie-t-il en se plaçant entre eux. N'approchez pas trop, elle pourrait vous jeter une malédiction. Roland pose une main sur l'épaule blindée de Carter avec la patience d'un parent face à un enfant en pleine panique. Calme-toi, dit-il en le poussant doucement de côté. Si elle pouvait tuer d'un regard, tu serais déjà une statue de charbon. Il s'avance de nouveau et s'adresse à la sorcière. Comment t'appelles-tu, demande-t-il, la voix plus douce cette fois. Avant qu'elle ne puisse répondre, Carter l'interrompt, plus fort que jamais, en déblatérant que les sorcières ne méritent pas de nom, qu'elles sont des outils du mal, qu'il est dangereux même de leur parler. La patience de Roland atteint officiellement 0. Il donne une petite tape sur le casque du chevalier juste assez pour le faire taire sans déclencher de plainte pour harcèlement au travail et lui ordonne très clairement de se pousser et de la fermer pendant que les adultes réfléchissent. Puis il se tourne de nouveau vers la fille. On va reprendre depuis le début. Ton nom, répète-t-il, sur un ton prudent, presque désolé. Elle hésite. C'est probablement la première fois depuis que tout a basculé que quelqu'un lui parle comme à une personne. Mais lentement, elle se met à parler. Elle s'appelle Anna. Et son histoire? Ce n'est pas vraiment un conte de fées. Autrefois, Anna vivait une vie simple. Son père travaillait à la mine comme la plupart des hommes de la ville à casser de la roche sous terre pour un salaire misérable pendant que les gros bonnets, très loin de là, profitaient des bénéfices. Un jour, le drame frappe, un effondrement dans la mine. Des pierres tombent, les tunnels s'écroulent, des hommes sont écrasés, coincés. Son père est parmi eux. Dans le chaos et la poussière, alors que les gens hurlent et se bousculent, un mineur cupide y voit une chance en or. Au lieu d'aider, il essaie de piller les affaires de l'homme coincé. L'oncle d'Anna le surprend en flagrant délit et intervient pour l'arrêter. La dispute monte comme toujours quand meurtre, avidité et panique se mélangent dans une galerie. Le voleur sort une arme. L'oncle riposte. Au bord de la catastrophe, Anna fait la seule chose qui lui vient, elle tend la main. Elle crie d'arrêter. Et à cet instant, le feu jaillit d'elle. Pas d'un silex, pas d'huile, pas d'une torche d'elle. Une flamme tourbillonnante, dévorante, bondit de sa main et engloutit le mineur en une seconde. Quand les autres ont fini de cligner des yeux, il ne reste plus que de la cendre. Le monde se fige. Anna n'avait pas l'intention de le tuer. En réalité,
Elle ne voulait rien faire d'autre que protéger ceux qu'elle aime. Mais la peur se moque bien des intentions. Ses voisins reculent, terrorisés. Les murmures se mettent à tourner, sorcières, démons, monstres. Elle les supplie. Elle les implore. Elle jure qu'elle n'utilisera plus jamais ce pouvoir. Tout ce qu'elle veut, c'est sauver son père et son oncle. Mais la peur crie plus fort que la raison. Et la peur, combinée au fanatisme religieux et à l'absence totale de thérapie, est presque imbattable. Il l'emprisonne. Il la marque comme sorcière. Il lui ordonne de cacher ce qu'elle est, pour finalement la trahir quand même. La partie la plus cruelle ? Son propre père finit par la dénoncer aux autorités pour se sauver lui-même, protéger son emploi, et éviter la punition. Quelle qu'en soit la raison, le résultat est le même, sa fille est emmenée comme servante du diable. Roland écoute en silence. De l'extérieur, il reste calme. À l'intérieur, son cerveau d'ingénieur hurle, elle a développé une combustion à haute température, spontanée, contrôlable, capable d'incinérer précisément une cible humaine, et la réponse de ce monde, c'est pendons-la au lieu de donner-lui un labo. Le vieux conseiller qui les accompagne, un homme clairement campé dans le camp, brûlons la sorcière avant le petit déjeuner, profite de la pause pour se rapprocher. Votre Altesse, murmure-t-il, vous voyez de quoi elle est capable. Nous devrions l'exécuter immédiatement, avant qu'elle ne fasse pire. Elle pourrait vous réduire en cendres d'un geste. Roland l'écarte d'un geste. En fait, dit-il, je suis très intéressé par ce qu'elle peut faire. Anna cligne des yeux. Le chevalier pâlit. Le vieux se met littéralement à vibrer d'horreur. Vous voulez voir ses pouvoirs ? Répète-t-il, comme si Roland venait de demander une démonstration de volcan privé dans la cour. Oui, répond simplement Roland, les yeux toujours fixés sur Anna. Montre-moi. Anna le regarde comme s'il avait perdu la tête. Personne ne lui a jamais demandé d'utiliser ses pouvoirs de son plein gré. D'habitude, la réaction est plutôt « attachez-la, bâillonnez-la, et si possible enlevez-lui les mains ». Elle porte la main à un petit pendentif à son cou, un talisman de restriction, fabriqué par l'Église spécialement pour étouffer les pouvoirs d'une sorcière. Sans lui, sa magie déborderait. « Vous êtes sérieux ?» demande-t-elle doucement. Roland hoche la tête. « Oui. Utilise ton pouvoir. Je veux voir exactement ce que tu fais. » Elle le prévient. Posément. En détail. Quand je l'enlève, rien ne garantit que je garderai un contrôle total. Je peux tout brûler. Je peux vous brûler, vous. Si vous avez changé d'avis, dites-le maintenant. Roland ne lui laisse pas le temps. Il avance, saisit la chaîne du pendentif entre ses doigts. Le chevalier sursaute. Le vieux tente de l'arrêter. Roland brise la chaîne d'un geste sec et envoie le pendentif valser comme un déchet. « C'est ça qui te lie, dit-il. Ton pouvoir, c'est toi ou pas ce collier. » Les yeux d'Anna s'arrondissent. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un lui confie sa propre existence. Elle inspire. Et l'air prend feu. D'abord, c'est une lueur au bout de ses doigts. Puis une étincelle. Puis une vague de flammes qui se déploie, grimpe le long des murs et des barreaux comme une créature vivante. Les yeux de Roland s'écarquillent à mesure que la température explose. Le chevalier pousse un cri et bondit en arrière, comme si les flammes en avaient après sa pension de retraite. Le vieux s'effondre, se couvrant la tête, persuadé que c'est la fin. Anna, elle, a l'air étrangement sereine. Les flammes s'enroulent autour d'elle comme une cape, lèchent sa peau sans la brûler. Les barreaux de fer sifflent et rougissent, puis blanchissent avant de couler comme de la cire fondue. Les murs de pierre noircissent, se fissurent sous la chaleur. En quelques secondes, la cellule est un four. Roland se protège le visage avec son bras, sentant la chaleur le frapper, les yeux qui piquent pas de peur, mais de pur émerveillement. Ce n'est pas un simple feu de camp ou un petit brasero pratique. C'est une source de chaleur industrielle sur pattes. Une sorcière. Une seule. Une forge vivante, portable, autonome. Il comprend soudain pourquoi le conseiller marmonnait que le feu ne peut pas la blesser parce qu'elle est le feu.
Quand les flammes finissent par retomber, les barreaux de la cellule se tordent et s'écroulent en masse informe. Des cendres flottent dans l'air. La pierre est noircie mais tient encore. Anna sort des décombres, ses pieds nus écrasant les amas refroidis. Ses vêtements, en revanche, n'ont pas survécu à la démonstration. Roland arrache aussitôt sa veste et la jette autour de ses épaules comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Derrière lui, Carter jette un œil par-dessus le bras avec lequel il se protégeait et réalise que la sorcière aurait pu embraser tout le cachot. Il décide sur le champ que cette fille est une apocalypse ambulante. Le vieux conseiller, toujours persuadé qu'ils ont tous perdu la tête, s'étrangle. Maintenant que vous avez vu ce dont elle est capable, Votre Altesse, je vous en prie, il faut l'exécuter immédiatement. Elle peut nous effacer d'un geste. Anna baisse les yeux, la voix ferme mais résignée. Elle sait comment ça se passe d'habitude. Elle vient de montrer exactement pourquoi tout le monde a peur d'elle. Dans son esprit, c'est là que le prince prononce un grand discours sur le mal, le péché, les sacrifices nécessaires. Alors elle fait la seule chose qui lui reste. Elle plie légèrement le genou, ferme les yeux et lui demande, doucement, de lui accorder une mort rapide. Roland la regarde, puis laisse échapper un rire léger. La mort, répète-t-il. Oh non. Je ne vais pas te tuer. Il s'approche, arrange la veste sur ses épaules. Je t'embauche. Le cachot devient absolument silencieux. Même les torchers sur les murs ont l'air perdus. Roland ne tourne pas ça gentiment. À ses yeux, Anna est quelque chose d'incroyable, une source d'énergie qui ne dépend pas du bois, du charbon ou de chaînes d'approvisionnement absurdes. Un générateur de chaleur réutilisable à l'infini. Il l'appelle, très sérieusement, une chaudière perpétuelle en forme humaine, non pas parce qu'il la voit comme un objet, mais parce que son cerveau traduit son existence directement en langage d'ingénierie. Pour lui, ce n'est pas une malédiction ni une arme de chaos. C'est l'industrialisation, enveloppée de peau humaine. Le conseiller est horrifié. Votre Altesse, s'écrie-t-il, au bord de l'étouffement. Cette fille peut réduire des gens en cendres. Si l'association de coopération des sorcières apprend que vous la cachez, ils riposteront. Vous jouez non seulement avec votre vie, mais avec celle de toute la ville de Bord. Roland hausse les épaules. Je joue déjà, répond-il d'un ton désinvolte. Mon père m'a envoyé dans ce trou perdu pour rivaliser pour le trône avec des frères et sœurs tous plus qualifiés que moi. Si je ne prends pas de risque, autant m'allonger et attendre que l'hiver m'achève. Il se tourne vers Anna. À partir de maintenant, tu travailleras avec moi, lui dit-il. Puis au conseiller, comme s'il lui confiait une corvée banale, préparez un contrat de travail pour mademoiselle Anna. Et trouvez-lui un logement décent. Il ne demande pas. Il donne des ordres. Et pour la première fois, le vieux voit chez ce quatrième prince réputé inutile quelque chose qui ne colle pas avec les rumeurs, une colonne vertébrale. Il s'incline, raide. Comme vous l'ordonnez, Votre Altesse. Je m'en occupe. En quittant le cachot, Roland ne peut s'empêcher de penser, ce monde a peur des sorcières parce qu'il ne les comprend pas. Mon ancien monde avait peur de l'innovation parce qu'il ne voulait pas changer. Très bien. À nous deux. Un cottage, un uniforme de soubrette et une crise existentielle. Plus tard, dans un petit cottage étonnamment cosy aménagé à l'intérieur des terres du château, le chevalier en chef Carter fait à Roland une rapide visite. Ils se tiennent devant une maison nouvellement préparée, rien de luxueux, mais solide. Un vrai toit, des murs corrects, de vrais meubles. À bord du royaume, ça ressemble presque à un palais. Pour un délai aussi court, c'est plutôt impressionnant, remarque Roland. Pour une ville où les routes sont faites de boue et de désespoir, avoir un logement vivable prêt aussi vite relève du miracle. Carter se trémousse, puis se racle la gorge. Votre Altesse. Mademoiselle Anna est arrivée. Roland se retourne. Et oublie presque de respirer. Anna s'avance vers eux dans un uniforme de domestique propre que le personnel du château a dû improviser en urgence. La tenue simple robe sobre, tablier, cheveux arrangés la transforme en un clin d'œil, de sorcière de cachot, elle devient humaine. Une jeune femme, en tout point semblable à n'importe quel autre habitant,
si l'on met de côté son passé tragique et le feu qui vit en elle, évidemment. Roland, dont la vie précédente ne l'a absolument pas préparé à gérer l'impact visuel soudain d'une fille mignonne en tenue de domestique, est agréablement pris de court. Le manteau qu'il lui avait donné a été rendu, et son expression est méfiante, l'incertitude dansant au fond de ses yeux. Roland lui adresse un vrai sourire, cette fois. « L'uniforme te va ? Tu es à l'aise ?» demande-t-il, presque anxieux. Anna, cependant, ne semble pas d'humeur à discuter chiffon. Son expression se durcit et elle le fixe droit dans les yeux. Au lieu de le remercier, elle pose la question qui brûle dans son esprit depuis le cachot, « Pourquoi ?» exige-t-elle. « Pourquoi héberger quelqu'un comme moi ? J'ai brûlé un homme vif. Je l'ai tué. Tout le monde me traite de meurtrière, de monstre. On me déteste. Je suis maudite. Alors pourquoi me donner une maison ? Pourquoi me donner des vêtements ? » Roland pourrait répondre avec une phrase politique bien tournée. À la place, il répond comme un ingénieur fatigué de la superstition. « Je me fiche de tout ce charabia de pouvoir du diable, dit-il franchement. Je ne vois aucun démon. Juste un être humain avec une capacité rare. » Il lui explique que les gens ne la traitent des « evil » que parce qu'ils ne la comprennent pas. Ils ont peur de ceux qui ne rentrent pas bien dans leurs croyances. C'est plus simple de brûler une question que d'y répondre. Il lui tend la main. « Reste ici », lui propose-t-il. « Travaille avec moi. Apprends à contrôler ton pouvoir correctement. Si tu dois tout brûler, que ce soit pour une cause qui protège les gens, pas juste pour nourrir leur peur. Ce n'est pas le serment d'un chevalier ni la promesse d'un amant. C'est une offre, changeons ce monde ensemble. » Anna regarde sa main, puis son visage, à la recherche de moquerie ou de manipulation. Elle n'en trouve pas. Juste un homme qui pense en termes de structure, de système, de solution et qui l'a déjà rangé dans la case « ressources clés pour le projet, ne pas mourir en hiver ». Elle accepte. Une fois à l'intérieur du cottage, l'entraînement commence. Anna se tient au milieu de la pièce. Roland observe à distance, raisonnable, carnet en main. Dans son ancien monde, ce serait un laboratoire et elle serait la star de l'expérience. Ici, il se contente une maison propre qui risque de brûler mais au moins 100 tentures hors de prix. Essaie d'invoquer juste une petite flamme, lui dit-il. Pas un volcan. Pense bougie, pas éruption. Anna hoche la tête, se concentre. Pendant un instant, une petite étincelle apparaît maîtrisée, presque délicate. Puis, plus. Encore plus. Et une seconde plus tard, l'intérieur du cottage ressemble à ce qui se passe quand on demande à un dragon d'éternuer. Les flammes montent le long des murs. L'air ondule, si chaud respirer devient un exploit. Roland calcule frénétiquement les dégâts structurels dans sa tête. Et il remarque autre chose, Anna, encore une fois, n'a rien. Ses vêtements ? Beaucoup moins. Chaque fois qu'elle utilise son pouvoir à pleine puissance, le tissu part en fumée. Robe numéro 1, détruite. Robe numéro 2, pareil. Robe numéro 3. N'en parlons pas. Heureusement, anticipant un minimum de chaos, Roland a eu la présence d'esprit de préparer plusieurs tenues d'avance. Ça n'empêche pas la situation d'être chaotique, mais au moins, on évite le mode « sorcière techniquement nue » devant la moitié du personnel du château. Anna est morte de honte. Roland s'acharne à rester en mode « observation scientifique » et pas en mode « jeune homme rouge tomate qui regarde sa nouvelle employée ». Après un énième cycle, on allume, ça brûle, on se rhabille, la porte s'ouvre à la volée. Le vieux conseiller déboule, à bout de souffle, livide. « Votre Altesse, allait-il ? Nous avons un problème. » Roland, toujours avec son carnet à moitié brûlé dans les mains et en priant pour que le cottage ne s'écroule pas, pense, encore ? Mais cette fois, c'est autre chose. Ce n'est pas une histoire de sorcière. C'est beaucoup, beaucoup plus vaste. Le conseiller explique, entre deux inspirations, que des éclaireurs en patrouille ont repéré les premiers signes d'activité démoniaque. Pas pour la saison prochaine. Pas pour le mois prochain. Maintenant. Roland fronce les sourcils. Il n'a aucune idée de ce que « les mois des démons » signifient.
La formule sonne comme une fête locale dramatique où tout le monde se déguise en bête en hurlant. Mais les expressions sur les visages disent tout autre chose. La peur. La vraie. Lourde. Alors il pose la question. Le vieux lui explique que chaque hiver, après les premières neiges et dès que le soleil se couche, les soi-disant portes de l'enfer s'ouvrent dans les montagnes du dos du dragon. De ces sommets maudits déferlent les démons, des créatures déformées qui parcourent la terre, chassent, dévorent, corrompent tout ce qu'elles touchent. Bord du royaume, malheureusement, est placé comme un paillasson devant cette porte infernale. La procédure standard ? Abandonner la ville. Tout le monde emballe ses affaires, traîne ce qu'il peut et fuit vers la forteresse de Longsong, une forteresse bien plus grande, solidement bâtie plus à l'intérieur, où de hautes murailles de pierre et des troupes d'élite peuvent réellement repousser les hordes démoniaques. Votre sécurité est notre priorité, Votre Altesse, l'assure le vieux. Quand la neige tombera, nous vous accompagnerons jusqu'à la forteresse de Longsong. La ville ne peut pas survivre au mois des démons. Elle ne l'a jamais pu. Roland écoute, puis pose une question simple, avez-vous déjà vu ces portes de l'enfer de vos propres yeux? Le vieil homme admet que non. Les montagnes de l'épine dorsale sont enveloppées d'un miasme toxique, une aura immonde qui corrompt lentement et tue tout humain ordinaire qui s'en approche. On raconte que seules les sorcières peuvent y résister suffisamment longtemps pour voir ce qu'il y a au-delà. Tous les autres meurent en essayant. Donc vous n'avez jamais réellement vu un démon, vous-même, insiste Roland. Le conseiller grimace. C'est sa première fois dans la région centrale, la plupart des gens ne connaissent les démons qu'en histoire. Il y a des survivants ça et là, mais la majorité ne les rencontre jamais de près. La menace est cependant suffisamment réelle pour justifier une évacuation. Roland se renverse sur son siège, pensif. Si la forteresse de Longsong survit au mois des démons année après année, alors les démons ne sont pas invincibles. Terrifiants, oui mais pas inarrêtables. Il y a un système, un schéma, une faiblesse. Et s'il y a bien une chose qu'un ingénieur adore, c'est un schéma qu'il peut casser. Chaque année, tout le monde abandonne la ville de Bord, n'est-ce pas, remarque-t-il. Tout le commerce, le développement, la croissance, figé. Littéralement. Pas étonnant que cet endroit soit une décharge. Vous l'évacuez comme une horloge. Le vieil homme hoche la tête, sans se vexer. Un fait est un fait. Les yeux de Roland se plissent. Et si, dit-il lentement, on n'évacue pas, tout le monde autour de lui recule physiquement. Vous n'êtes pas sérieux, s'étrangle le conseiller. Sans la protection de la forteresse de Longsong, nous serions envahis. Nous n'avons pas de mur. Nous n'avons pas de troupes. Nous mourrons. Roland y réfléchit. Puis il prononce l'une des phrases les plus téméraires et les plus importantes de sa nouvelle vie, alors nous construirons des murs. Un peu plus tard, Roland et Anna sont assis ensemble sous un petit pavillon, partageant un goûter comme s'ils étaient en rendez-vous champêtre, au lieu de se préparer à une invasion démoniaque. Les oiseaux chantent. Le soleil brille. C'est presque paisible. Mais le sujet ne l'est pas. Roland lui demande doucement de décrire à quoi ressemblent les « mois des démons » du point de vue d'une simple habitante. Anna obéit. Son ton devient lourd, lointain. Elle parle des hivers rigoureux où des villes entières s'arrachent à leur maison et se déversent dans la forteresse de Longsong comme du bétail cherchant un abri. Son père, mineur, peinait chaque année juste pour payer les taxes et fournir le minerai exigé par le royaume. Quand l'hiver approchait, les habitants de bord du royaume devaient envoyer toute leur production annuelle de minerai en tribut en échange de quelques mois de nourriture et du droit de se cacher derrière les murs de Longsong. Une année en particulier reste gravée dans sa mémoire, les mois des démons ont duré 4 mois d'affilée. 4. Les administrateurs de la forteresse, calculateurs et sans pitié, annoncèrent que le minerai livré par bord du royaume ne couvrait que 3 mois de vivres. Il n'y avait aucun plan pour le 4e. Aucun secours. Aucune générosité. Aucune réserve d'urgence. On enferma les gens dans la forteresse pour un mois supplémentaire, sans nulle part où aller, et sans assez à manger.
les provisions diminuèrent. Et quand la pénurie arriva, les forts prirent les premiers. Les faibles durent se contenter des miettes restantes. Peu à peu, les faibles n'étaient plus seulement affamés, ils étaient affamés à mort. Anna raconte comment elle a vu des gens gratter la moisissure d'un morceau de pain et le manger quand même. Des voisins réduits à se battre pour des restes. Un système qui échangeait des vies contre du minerai et appelait cela « équitable ». Roland écoute, la mâchoire serrée. À un moment, il arrête complètement de grignoter. Ce ne sont pas juste des monstres venant des montagnes. C'est une cruauté systémique qui s'ajoute à une menace extérieure bien réelle. Quand elle finit, il ne répond pas avec de faux réconforts. Il ne promet pas de miracle, ni ne prétend que tout ira bien. Il dit simplement, calmement mais avec une intensité ardente, « Je ne laisserai pas toi ni cette ville revivre ça. Pas comme ça. » Ce n'est pas un grand discours. Mais c'est une déclaration. Déterminé, Roland rappelle le conseiller plus tard et lui ordonne, « Amenez-moi des gens qui ont réellement combattu des démons aux soldats, chasseurs, n'importe qui avec une vraie expérience. Pas juste des rumeurs ou des pamphlets d'église. » La scène bascule vers le bureau administratif de bord du royaume, où 3 hommes se tiennent maladroitement devant le prince. 2 sont des soldats locaux, chargés chaque année d'allumer les balises d'alerte et de maintenir les patrouilles. Le 3e est un chasseur large d'épaules, marqué par des cicatrices, avec la sérénité de quelqu'un qui a déjà regardé la mort en face à plusieurs reprises et a décidé de continuer à marcher. Le conseiller présente le chasseur comme Hache de Fer, un homme dont on murmure qu'il a du sang de monstre lointain, hérité du clan Mogin, un peuple connu pour sa stature et sa résistance. Roland fait signe au premier soldat de parler. L'homme s'éclaircit la gorge. Puis se fige complètement. La sueur coule. Les mots s'en mêlent. Ce qui sort est un charabia incohérent que même lui ne comprend pas. Traque royal, dit 10e. Roland, compatissant, détourne son attention vers le 2e soldat. Celui-ci, au moins, arrive à formuler des phrases. Il explique que, d'après ce qu'ils savent, les démons étaient autrefois des animaux ordinaires. Loups, sangliers, et autres bêtes qui s'étaient approchées trop près des montagnes de l'épine dorsale. Le miasme infect qui s'en dégage les a déformées et les rendant plus grandes, plus résistantes, plus féroces. Ils envahissent chaque année pendant les mois des démons. Leur peau s'endurcit. Leur sens s'aiguise. Leur instinct devient pure hostilité. Après les mois, la cavalerie de Longsong descend pour nettoyer les bêtes restantes. Travail dangereux, mais faisable. Roland hoche la tête. Cela correspond à sa théorie, les démons sont de la faune mutée et dangereux, mais pas invincibles. Puis Hache de Fer avance d'un pas. Et l'atmosphère change radicalement. Il s'agenouille devant Roland avec une solennité surprenante. Roland demande directement, « Vous avez tué des démons vous-même » Hache de Fer hoche la tête. Il explique qu'il en a tué au moins 2, un sanglier démoniaque et un loup variant. Le type loup est rapide, rusé et implacable. Il traque sa proie, bondit depuis les ombres, avec des crocs comme des poignards. Le type sanglier est un bélier vivant, son dos couvert d'une peau si dure que les carreaux d'arbalète normaux n'y entrent même pas. Roland réalise qu'il s'agit essentiellement de « version 2.0 » d'animaux ordinaires. Plus dangereux, mais encore logique. Puis la voix de Hache de Fer s'assombrit lorsqu'il aborde le vrai problème, les hybrides. Si les bêtes démoniaques ordinaires sont des monstres, les hybrides sont des cauchemars. Il décrit celui qu'il a affronté, le corps et les pattes d'une bête terrestre puissante, musclée mais avec d'immenses ailes sortant de son dos. Elle pouvait s'élever sur de courtes distances, planer au-dessus des murs et obstacles avec facilité. Ses sens étaient effroyablement aiguisés, elle repérait sa proie de très loin, même parfaitement cachée. Hache de Fer a survécu en se jetant dans la rivière eau rouge et en se laissant emporter par le courant. Il a perdu connaissance dans l'eau glacée et s'est réveillé des jours plus tard, à peine vivant. Le plan mental de Roland pour sa défense vient d'être tamponné d'un énorme seau rouge, problème, trucs hybrides zélés qui tuent tout. Il demande à Carter si ces démons hybrides sont rares.
Carter hoche gravement la tête. Chaque mois des démons, 2 ou 3 de ces créatures apparaissent, et même la forteresse de Lonesome a du mal à les affronter. Des soldats meurent. Les murs sont mis à l'épreuve. Les prières se multiplient. Donc, les murs ne suffisent pas. Il faut de la hauteur, des tactiques, peut-être des armes à distance, peut-être des pièges, en bref, une vraie stratégie, pas juste empiler des cailloux avec espoir. Mais la détermination de Roland ne vacille pas. Il frappe la table de sa paume. « Je ne pars pas », annonce-t-il. Cet hiver, je reste à bord du royaume. La pièce se fige. Les soldats sont stupéfaits. Carter manque de s'étrangler en tentant de le contredire. « Votre Altesse, nous n'avons pas assez d'hommes. Les démons sont trop nombreux. » Alors on construit un mur, coupe Roland, les yeux flamboyants, du pied du mont du versant nord jusqu'à la rivière au rouge. Une barrière qu'ils ne pourront pas franchir. Une vraie ligne de défense. Carter n'hésite pas une seconde, c'est impossible. Construire un tel mur prendrait une vie entière. Roland s'adosse, imperturbable. Si je ne peux pas le construire assez vite, dit-il, alors nous fuirons avec les autres. Je suis têtu, pas suicidaire. Le chevalier expire, en partie soulagé. Le prince a au moins un semblant d'instinct de survie. Puis Carter fait quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé faire, il s'agenouille et jure de protéger ce prince téméraire de toutes ses forces. Parce que pour la première fois, bord du royaume a un dirigeant qui veut réellement se battre pour elle. Loin de là, dans la ville portuaire animée de Clearwater, une autre joueuse royale prépare son prochain coup. Le vent marin est froid et coupant. Des navires aux voiles noires parsèment l'horizon comme des points d'exclamation sinistres. La troisième princesse, Garcia Wimbledon, se tient sur le rivage, observant les vagues. Sa posture est détendue. Son esprit, non. Elle commente que la brise marine porte déjà un avant-goût d'hiver. À ses côtés, son chevalier Grayon l'informe que leur flotte aux voiles noires devrait revenir d'ici 3 jours, sauf problème. Ce sera leur dernière expédition de l'année. Garcia sourit finement, espérant qu'ils ramèneront quelque chose d'intéressant. De quoi faire pencher la balance dans la lutte pour le trône. Rayon, comme beaucoup, essaie encore de comprendre comment elle s'est adaptée si vite au concours d'héritage tordu de leur père, cette expérience où tous les enfants royaux sont jetés dans une arène, gouverne ou meurt. Garcia admet que l'annonce l'a surprise. Mais elle n'est pas idiote. Elle sait que ce concours n'a rien d'une succession équitable. C'est un moyen pour le roi de préparer le terrain pour son enfant favori, probablement le deuxième prince. Pourtant, elle s'en fiche. Ce n'est pas parce qu'il est le préféré du roi qu'il gagnera, dit-elle d'un ton glacial. La compétence compte. L'influence compte encore plus. Elle demande ensuite à Rayon s'il comprend la véritable raison derrière les expéditions aux voiles noires. Il hésite. Elle le laisse réfléchir. Puis la révélation tombe. La flotte ne sert pas seulement à gagner de l'argent, elle permet de bâtir un réseau. Embaucher des marins d'élite, des guerriers aguerris, des capitaines loyaux. Attirer le soutien de marchands, d'investisseurs, et de figures douteuses capables de faire pencher des royaumes. Garcia construit une base de pouvoir privé en haute mer. Et, accessoirement, elle a aussi tenté de faire tuer son frère. Rayon mentionne la mission qu'ils avaient envoyée plus tôt pour s'occuper du 4e prince à bord du royaume, une opération d'empoisonnement délicate menée par des agents déguisés en domestiques. Aucune nouvelle de la frontière. Aucune confirmation. Leurs espions ont disparu. Donc soit ils ont échoué et se sont volatilisés, soit ils ont réussi, puis ont été éliminés ensuite. Garcia penche pour la première option, que Roland les a tués après avoir compris leur complot. Elle pense que le poison a échoué. Ce qui s'est réellement passé, bien sûr, c'est que le poison a parfaitement fonctionné. Roland Wimbledon, l'original, est mort discrètement. Mais l'univers, ou une sorte de DRH cosmique, a décidé de fourrer l'âme d'un ingénieur surmené dans ce corps royal fraîchement libéré. Donc techniquement, de son point de vue, l'assassinat a raté. La réaction de Garcia ?
Ce faux Snecambi qui nous a vendu le poison a dû mentir en disant qu'il était indétectable, siffle-t-elle. Qu'on le pende. Si un fournisseur ose tromper une princesse, il ne mérite pas de vivre. Ironique, elle tue la seule personne dont le produit a réellement fonctionné exactement comme promis. Princesse Garcia, stratège brillante, examinatrice qualité catastrophique. Pour l'instant, elle choisit d'attendre. Dans son esprit, Roland fuira forcément à la forteresse de Lonsone à l'arrivée de l'hiver. Et une fois là-bas, elle arrangera un accident. Dans un coin tranquille du royaume, loin des intrigues royales et des plans anti-démons, un homme se réveille en sursaut, trempé de sueur froide. C'est Karl, un enseignant de l'église, le genre d'homme au cœur tendre qui croit encore en la justice même dans un système qui la piétine. Il rêvait. Dans son rêve, Anna se tenait devant lui, non pas en tenue de domestique, ni dans le cottage de Roland, mais sur un gibet. La corde au cou. Une foule hurlant pour sa mort. Il l'appelait sorcière. Diable en chair. Il criait d'arrêter. Mais sa voix se perdait dans leur haine. Il se réveille en suffoquant à son bureau. Son cœur bat à tout rompre, son torse se serre. Par la fenêtre, les cloches de l'église sonnent comme pour se moquer de lui. Il pense à la tragédie du théâtre, l'effondrement qui a tué tant d'innocents parce que des officiels corrompus ont décidé d'économiser quelques centaines de pièces d'or en utilisant de la pierre de mauvaise qualité. Ceux qui ont approuvé les matériaux bon marché? Intouchables. C'est sur les maçons, les ouvriers, les sans-pouvoir, que la faute est retombée. Et Anna la curieuse, la gentille qui osait poser des questions, examiner, apprendre, réfléchir, la même église qui prêche la miséricorde et la justice l'a qualifiée de démon, l'a menée au gibet pendant que les vrais démons s'asseyaient confortablement loin de là, un verre de vin à la main. Il serre les dents. Si quelqu'un comme Anna est maléfique, alors comment appelle-t-on les officiels qui laissent des innocents mourir pour du profit? Il ferme les poings et demande silencieusement à son Dieu ou à n'importe quel Dieu qui écoute vraiment de punir les véritables coupables, pas les innocents. Un coup frappé à la porte interrompt ses pensées. Il ouvre. Nana se tient là, l'une de ses jeunes élèves. Ses yeux sont grands ouverts de peur, ses mains se crispent sur sa robe. « Professeur » chuchote-t-elle, est-ce que je vais finir, comme Anna? La question l'écrase comme une enclume. Il s'agenouille, lui caresse doucement la tête, lui disant qu'il la protégera. Qu'il ne laissera rien lui arriver. À l'intérieur, il en est moins sûr. L'Église a des règles. Le monde est tranchant. Mais cette fois, il refuse de rester spectateur. Il sort marcher, erre dans les rues de la ville, hanté par la culpabilité et la colère. Il voit des gens bavarder, des ouvriers travailler, des enfants jouer. La vie continue comme si rien n'était anormal, comme si des filles innocentes n'étaient pas étiquetées démons et pendues pour satisfaire un besoin politique. Puis quelque chose attire son attention. Une foule est réunie autour du panneau d'affichage public. Les gens chuchotent, pointant une nouvelle annonce. Intrigué, Karl s'approche. L'affiche est une annonce de recrutement, ouvrier recherché pour un chantier près de la frontière. Manœuvre, tailleur de pierre, bâtisseur. Conditions détaillées, salaire, responsabilité et tout en bas, la signature et le sceau de Roland Wimbledon, 4e prince. Les yeux de Karl s'écarquillent. Il avait entendu des rumeurs, que ce prince est différent. Étrange, imprévisible. Qu'il ne baisse pas la tête devant l'église comme les autres. Et il entend aussi des murmures selon lesquels le prince n'a pas exécuté la sorcière. L'espoir et la peur se battent dans sa poitrine. Si le prince défie vraiment le traitement que l'église réserve aux sorcières, alors peut-être, juste peut-être, Karl a trouvé quelqu'un de suffisamment puissant pour changer les choses. Mais soutenir Anna, soutenir les sorcières, pourrait faire de lui un traître. Il regarde le ciel, puis le nom du prince sur l'affiche. Peut-être que risquer son propre coup est le seul moyen d'empêcher une autre innocente de finir pendue. Il inspire profondément. Décision en cours. De retour à bord du royaume,
Roland est penché sur une ébauche du mur prévu, marmonnant à propos de hauteur, de largeur, de stabilité structurelle. Carter se tient à côté, tentant de suivre les calculs à toute vitesse du prince et échouant lamentablement. Pour le mur, dit Roland, on vise 15 pieds de haut, 6 pieds de large au sommet. Les gens devront pouvoir marcher dessus. La base sera 2 fois plus large, plus épaisse, pour répartir le poids correctement. Carter fronce les sourcils. Il nous faudra aussi un fossé, ajoute-t-il, se rappelant les fortifications. Au moins la hauteur d'un homme, creusé profond pour l'ancrer. Roland acquiesce. Exactement. Vous et vos hommes vous occupez du fossé, creuser, renforcer, tout ce que vous savez faire. Mais pour poser le mur, il tapote le croquis du doigt. C'est mon domaine. Carter demande quel est le principal obstacle, même avec de la main-d'œuvre. Roland explique, la vraie perte de temps, ce n'est pas de creuser, c'est de préparer les pierres. Il faut les tailler, les lisser, les ajuster pour qu'elles s'emboîtent parfaitement sans espace. Sinon, le mur s'effondrera à la moindre tension. Roland sourit en coin. Et si, dit-il, on n'avait pas besoin de les polir autant? Carter incline la tête comme un chiot perplexe. Et Roland lâche le mot qui traumatisera tous les architectes médiévaux, ciment. Carter cligne des yeux. Et c'est un matériau, explique Roland, qui peut lier des pierres ensemble comme si elles avaient été taillées pour s'ajuster. Pas besoin de forme parfaite si le liant comble les espaces et durcit plus que la pierre elle-même. Carter hausse un sourcil. Vous êtes en train de dire qu'on peut coller des rochers, dit-il lentement, et que ça tiendra. Pas de la colle, corrige Roland. Beaucoup mieux. Ici, normalement, le prince devrait se tourner vers la caméra et dire, construire un mur contre une apocalypse démoniaque, c'est un peu comme construire une chaîne YouTube contre l'algorithme. Si tu ne poses pas les fondations tôt pierre par pierre, clic par clic, tu vas te faire dévorer par les monstres, ou par l'obscurité. Alors si tu apprécies de me voir réinventer l'ingénierie civile médiévale avant que le monde ne gèle, n'oublie pas de consolider le mur, tu sais, celui fait de likes et d'abonnements, sinon les démons de l'algorithme vont grimper et dévorer cette série pendant son sommeil. Mais il ne dit pas ça. Parce qu'il est coincé dans son univers. Donc on le dit pour lui. Tu sais quoi faire. Revenons au ciment. Devant le petit cottage qui sert désormais de salle de cuisson improvisée, Roland discute du processus avec Carter. Il se souvient de ce qu'il peut de son ancienne vie, le ciment est fait de calcaire, d'argile, et d'additifs, chauffé jusqu'à ce que le mélange fonde partiellement, puis broyé en poudre. Ajoutez de l'eau, et vous obtenez une pâte qui durcit en pierre. Le problème? Il ne connaît pas la température exacte. Il n'y a ni thermomètre, ni panneau de contrôle, ni équipement moderne. Seulement des matériaux de base, de la main-d'œuvre, et une sorcière four nucléaire portable déguisée en domestique. À l'intérieur, Anna vient d'achever une nouvelle chauffe. Quand elle ouvre la porte, elle est de nouveau, très peu vêtue. Roland a fini par accepter que, Anna utilise ses pouvoirs, signifie automatiquement, passer le manteau. Il s'exécute avec l'habileté acquise par la pratique, essayant de garder un regard le plus professionnel possible. Carter, dehors, est totalement perdu sur la raison pour laquelle son prince insiste pour entrer seul chaque fois qu'Anna travaille ici. Roland pénètre dans la pièce. Au sol repose un tas de substances grises et poudreuses. Du ciment brut. Il s'accroupit, en saisit un peu entre ses doigts, et en teste la texture. Ce n'est pas parfait, le mélange est peut-être approximatif. La chauffe irrégulière, mais c'est assez proche pour un test. Anna se penche, les yeux brillants de curiosité. « C'est ce que vous vouliez ?» demande-t-elle. Roland hoche lentement la tête. « On va voir », répond-il. En fabriquer est une chose. Voir si ça fonctionne en est une autre. Elle lui demande où il compte l'utiliser. Il répond honnêtement. Partout, dit-il. Murs, maisons, routes, ponts. Avec ça,
on peut construire plus vite et plus solide. On peut rendre les maisons moins fragiles. On peut résister à la pluie, la neige, la chaleur, à la nature elle-même. Ce qu'il ne dit pas, et on peut bâtir un monde où les gens n'ont plus à évacuer chaque année comme du bétail effrayé, où les villes ne sont plus abandonnées aux démons, où la flamme d'une sorcière vaut plus que tous les sermons d'un prêtre. Il regarde Anna. Et c'est grâce à toi, ajoute-t-il. Elle détourne légèrement le regard, les jours oscillent pas à cause de la chaleur, cette fois. À l'extérieur, ils effectuent le premier test majeur. Quelques blocs de pierre carrée sont disposés sur le sol. Roland ordonne d'étaler une couche de pâte de ciment humide entre eux. Carter observe, scepticisme inscrit sur chaque centimètre de son être. Ce truc boueux va les maintenir ensemble, demande-t-il d'un ton plein de doute. Roland retient un soupir. Oui. C'est littéralement le but. Anna s'agenouille pour aider, appliquant la pâte avec soin, comme si c'était un rituel. Il pose une pierre sur l'autre, formant une petite pile. Puis il laisse durcir. Au bout d'un moment, Roland fait signe à Carter d'essayer. Le chevalier craque ses articulations, confiant. Il saisit la pierre du dessus et tire. Rien. Il fronce les sourcils, force davantage. Toujours rien. Il tire encore, les muscles tendus, les veines saillantes, l'armure grinçant. Les pierres ne bougent pas. Il tente une dernière fois, avec une force capable d'arracher une porte de ses gonds. Les blocs restent fusionnés, imperturbables, comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Roland sourit. Tu penses encore que c'est de la boue, demande-t-il, un peu suffisant. Carter regarde les blocs cimentés, puis le prince, abasourdi. C'est plus solide que la terre tassée, murmure-t-il, comme si c'était une hérésie. Beaucoup plus. Roland hoche la tête. Avec ça, dit-il, on n'a plus besoin de pierres parfaitement taillées. On peut utiliser tout ce que la carrière nous donne. Tant que la base est solide, le ciment s'occupe du reste. L'esprit de Carter tourne à toute vitesse. Avec ce truc, dit-il lentement, pensant au mur, on pourrait finir le mur frontière en 5 ans. Roland secoue la tête. On n'a pas 5 ans. Les mois des démons reviennent chaque année. Mais surtout, peu importe la hauteur du mur, si l'ennemi vient de l'intérieur, ça ne sert à rien. Il regarde Anna. D'abord, on utilise ça pour protéger notre peuple du froid et des monstres, poursuit-il. Ensuite, on s'en sert pour construire quelque chose de meilleur que la peur. Carter l'observe, absorbant ce changement. Ce n'est plus juste une question de survie, c'est une transformation. Tandis que Carter continue de tester le ciment, presque en agressant les pierres pour voir si elles cèdent, Roland s'écarte avec Anna. Le soleil commence à descendre, peignant le ciel d'or et d'orange sanguin. Les gens pensent encore que les sorcières sont des malédictions, dit Roland calmement. Des démons sous une forme humaine. Des outils du diable. Anna ne répond pas. Elle n'en a pas besoin. Toute sa vie est la réponse. Mais ce que je vois, continue-t-il, c'est qu'avec une seule sorcière, on a déjà créé quelque chose que des royaumes entiers tueraient pour obtenir. Quelque chose capable de renverser des siècles de construction lente et maladroite. Il la regarde, l'expression grave, presque sombre. Que l'Église prêche la peur, dit-il. Que les nobles s'accrochent à leur mythe. Je leur prouverai le contraire, avec de la pierre et du feu. Il désigne les plans du mur et la pile de pierres fraîchement fusionnées. Tu n'es pas un désastre, lui dit-il. Tu es la main-d'œuvre la plus productive que ce monde ait jamais vue, à condition d'avoir quelqu'un d'assez intelligent pour l'utiliser correctement. Anna avale difficilement. On ne lui a jamais parlé comme ça. Ni comme un démon. Ni comme un monstre. Ni même comme une victime. Mais comme une partenaire pour bâtir quelque chose. Elle regarde ses mains, les mêmes qui ont tué un homme par accident, les mêmes qui ont fait fondre des barreaux de fer, les mêmes qui viennent d'aider à créer du ciment. Tout ce que vous demanderez, dit-elle doucement, je le ferai. Si mon pouvoir peut t'aider, je l'utiliserai. Roland sourit. Bien, répond-il. Parce qu'on a des murs à construire. Des démons à affronter.
Et toute une idée du mal à réécrire dans ce royaume. Là-haut sur la colline, le vent siffle. Au loin, les montagnes de l'épine dorsale couvant sous un ciel qui sera bientôt rempli de neige et de monstres. Dans cette petite ville crasseuse que tout le monde considère comme perdue d'avance, un ingénieur surmené coincé dans le corps d'un prince, un chevalier terrorisé, un vieux conseiller anxieux et une fille invincible au feu viennent de poser la première pierre littéralement et métaphoriquement d'un nouveau monde. Sans prophétie. Sans bénédiction divine. Mais avec des calculs, de la sueur, et l'idée totalement blasphématoire que les sorcières pourraient être utiles.